Merci Diarra, merci au collègue Lamine Savané. Mesdames et messieurs, la parole est à vous. Bien, merci. Je vais d'abord commencer par revenir sur cette assertion qu'on a entendue ces dernières années régulièrement, qui consiste à dire que la démocratie au sens occidental du terme ne marche pas chez nous et qu'ici en Afrique, nous devrons trouver notre propre voie. On en parle régulièrement. Et quand on regarde à l'épreuve des faits, même dans les pays où on parle de ça assez profondément, on a du mal à trouver des alternatives crédibles et pertinentes à ce qu'on considère comme la démocratie à l'occidental. Si je prends l'exemple, par exemple, de chez nous, nous avons une nouvelle constitution depuis l'année dernière. Et cette nouvelle constitution ressemble furieusement aux autres constitutions que nous connaissions. Donc on a encore du mal à trouver une alternative autre à ce qu'on connaît depuis une trentaine d'années. Je pense que ça, c'est une réalité. Peut-être que les sociologues et autres spécialistes de ces sciences sociales pourront nous édifier davantage dessus. Donc du coup, moi je pense peut-être qu'il faut que nous essayions d'être pragmatiques. Que d'abord nous distinguions ce qui relève des fondements de la démocratie, qui sont intangibles, quel que soit le contexte dans lequel on les applique, et ce qui relève des usages et des manifestations de la démocratie, en l'occurrence les questions de gouvernance. Et à ce titre, je vais aborder ces deux éléments. Pour moi, il y a un certain nombre de fondamentaux que nous devons préserver, que nous devons protéger, que nous devons promouvoir, parce que cela me semble être des éléments substantiels de la démocratie, quel que soit le contexte. Le premier de ces fondamentaux, il y en a 6, je vais les citer assez rapidement. Le premier, c'est quand même la liberté. Liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté d'association et liberté dans le choix de ceux qui doivent diriger, c'est-à-dire que les peuples, les populations aient la liberté de choisir qui ils voudraient pour diriger, qui la mairie, qui le pays au niveau de nos collectivités. Ça, c'est un élément fondamental de la démocratie. Le deuxième élément qui me semble important, c'est quand même l'acceptation de la diversité, des critiques et de la contradiction. La liberté s'entend liberté de chacun, et donc les deux libertés peuvent entrer en compétition et en concurrence. Il faut que nous nous acceptions. Et donc on crée des espaces pour que les diversités et les critiques puissent se mettre en place. Troisième élément qui me semble être fondamental, ce sont les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, les acteurs neutres et indépendants qui doivent exister, ne serait-ce que pour éclairer les citoyens qui sont les éléments les plus importants dans un système démocratique, parce que la démocratie s'entend le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Quatrième élément qui me semble fondamental, c'est la question des citoyens, mais des citoyens conscients et avertis. Comme on doit exprimer les libertés, il vaut mieux que nous sachions exprimer les libertés en connaissance de cause. Donc la nécessité que nous ayons des citoyens constants et avertis est un élément fondamental auquel nous devons tous conquérir. Et ensuite, auquel nous devons tous contribuer. Élément supplémentaire, c'est la redevabilité des élus. Les citoyens sont libres de choisir et ceux qui choisissent doivent rendre des comptes. Il faut que là aussi nous puissions travailler à promouvoir et à protéger cette notion de redevabilité. Et dernier élément qui me semble fondamental, c'est l'alternance. Pour moi, l'alternance est un élément substantiel de la démocratie. Ça se discute, c'est vraiment ça se discute, mais c'est ma conception de la démocratie. Maintenant, ce qui relève plutôt des usages et des manifestations dont on parle plus dans notre contexte,
La première chose, on l'a dit d'ailleurs dans les présentations, c'est l'inefficacité à satisfaire les citoyens. Les questions économiques, les questions d'emploi et autres. Et cette inefficacité à satisfaire les citoyens, qu'on voit un peu partout, dans notre contexte, elle vient du fait que les questions de projet, les questions d'idées ne sont pas aussi importantes que sur d'autres sujets. Peu de débats, les questions de compétences ne sont pas aussi importantes. Et donc ça fait qu'on appauvrit le débat, et ceux qui arrivent aux responsabilités, et souvent on ne sait pas qu'est-ce qu'ils proposent, et donc le résultat c'est qu'ils ne délivrent pas de service à la hauteur des attentes des citoyens. Élément supplémentaire, c'est la place de l'argent dans notre système politique. À la place des débats d'ailleurs, ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas suffisamment de débats, il n'y a pas suffisamment d'idées, il n'y a pas suffisamment de projets, mais c'est l'argent qui occupe ces espaces-là. Donc on assiste à une marchandisation des questions électorales qui finit par promouvoir évidemment la corruption, mais qui finit surtout par promouvoir le grand rejet que les produits de la démocratie suscitent au niveau des populations. Élément supplémentaire, le comportement peu démocratique des tenants du pouvoir. Ce que nous constatons dans notre contexte, c'est qu'une fois que quelqu'un arrive aux responsabilités, son premier réflexe, c'est comment je garde cette responsabilité. Donc tout ce qui peut être menace, je m'évertue à casser ces menaces, je m'évertue à les minimiser, je m'évertue à les marginaliser. Et tout ce qui concerne ma position à renforcer, je m'évertue à renforcer. Cela fait qu'on politise l'administration, cela fait que nous cassons l'opposition, cela fait que nous soutenons tout ce qui apparaît comme étant des soutiens à la majorité au pouvoir. Et le dernier élément, c'est le grand nombre des partis politiques qui évidemment rend un peu difficile la lisibilité de la scène politique et finit par décrédibiliser justement les acteurs politiques, parce que quand il y en a 200, quand il y en a 300, les gens finissent par voir plutôt la comédie qu'un exercice clair, un exercice démocratique. Pour moi, nous devons travailler donc à faire en sorte que les 6 points que j'ai estimés comme étant des fondamentaux, on les renforce, et les 4 éléments que j'ai considérés comme étant les manifestations, un peu le dévoiement de notre système de gouvernance et le système démocratique, qu'on travaille à les minimiser, à les réduire, afin que le système puisse être beaucoup plus vigoureux. Mais la démocratie libérale d'ordre représentatif, je ne vois pas encore d'alternative crédible qui puisse être considérée comme étant quelque chose qui nous est propre à nous dans cette zone. Donc plutôt, ce qu'on a, essayons de l'améliorer, et de l'améliorer dans ces différents aspects tels que je viens de présenter. Merci bien. Merci. Je voudrais revenir sur une idée qui avait été lancée par le docteur Savané. Vous avez parlé de la gestion consensuelle du pouvoir sous le président ATT. Certains considèrent ce concept de gestion consensuelle du pouvoir comme un facteur de succès qui supprime les risques. Il y a même un parti politique qui en a fait son credo de gestion consensuelle. Moi, je pense qu'on doit analyser un peu plus en profondeur cette question de gestion consensuelle du pouvoir. Moi, je pense au contraire que c'est ce concept de gestion consensuelle du pouvoir tel qu'il a été pratiqué est un des éléments qui explique notre crise. Pourquoi? La gestion consensuelle, c'est normal, mais ça voudrait dire qu'on est plusieurs, on se met autour d'une table. Le consensus, chacun apporte ses idées, sa compréhension, et on essaie de trouver un consensus. Mais ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. La gestion consensuelle telle qu'on l'a connue, c'est tous les partis politiques autour du président. C'est tous les partis sans opposition. Et cela a eu des conséquences peut-être auxquelles on n'a pas prêté attention. Si vous vous rappelez, puisqu'il n'y avait pas d'opposition, l'opposition s'est créée à l'intérieur du système lui-même. Il y avait une opposition entre l'Assemblée et le gouvernement.
C'est dès lors qu'en tout cas une certaine concurrence, c'est-à-dire dès que le gouvernement a certains avantages, les députés veulent avoir la même chose, un système a besoin d'une opposition. S'il n'y a pas d'opposition, le système peut s'effondrer sur lui-même. C'est-à-dire, le système ne développe pas de défense, et il y a un manque de vigilance, et au moindre choc, le système tombe. Parce qu'il n'a pas de... Il y avait, sous la présidence qu'on avait, il y avait ce qu'on appelle la gestion concertée des institutions. Gestion concertée des institutions, ça veut dire qu'autour des PSPR, il y avait plusieurs partis qui étaient autour de la table, qui participaient au pouvoir, mais il y avait une opposition, même très forte, très violente, c'était le COPO. Donc, un tel système maintient une certaine vigilance. C'est à l'époque, là-dedans, on peut tout leur reprocher. Je ne suis pas de la... Mais ils développaient eux-mêmes... Bon, c'est un parti qui a ses propres contradictions, les propres débats. C'est peut-être même le seul où il y a vraiment des courants et des débats à l'intérieur. Mais, et ils se défendaient par rapport à l'environnement hostile. Et donc, il y a feu Dr Moussa So qui a dit que c'est même un élément culturel, parce que ça confine un peu à l'unanimisme. Lui considérait que l'unanimisme est dans notre culture, comme on dit en Bambara, tout le monde ensemble. Et donc, moi je crois qu'il faut vraiment qu'on interpelle ça. Et je vous dis, si vous allez dans une réunion, quand on va dans une réunion, si vous voulez vraiment avoir la majorité ou avoir raison, prenez la parole le premier. Si vous êtes quelqu'un comme Ousmane Sy ou Moussa Mara, quelqu'un d'Aminata Draman, vous prenez la parole le premier, vous proposez votre idée, c'est terminé. Tous les autres, comme l'a dit le ministre, l'autre va, comme le dit le ministre, il y aura les gens. Donc, franchement, je crois que cette culture d'unanimisme existe. Et je crois que ce n'est pas... C'est-à-dire, c'est la critique qui fait avancer une société. C'est vrai qu'il y a eu des excès chez nous. À un moment donné, c'était plus des critiques, c'était une destruction. Donc, mais ça, il y a des mécanismes pour gérer ça. Il y a le système, on peut attaquer quelqu'un en diffamation. C'est vrai qu'à un moment donné, dans les réseaux sociaux, partout. Donc, moi, je crois qu'il y a une différence à faire entre la critique et quelqu'un qui veut détruire le système ou qui salue à l'étranger ou des choses comme ça. Donc, moi, je fais vraiment la distinction entre la critique et vraiment ce qu'on a vu. Monsieur le ministre, oui? Pour permettre à tout le monde d'avoir la chance de s'exprimer, on va donner 2 à 3 minutes. Ok, je vais conclure. Oui. Donc, je vais conclure. Donc ça, je voudrais qu'on réfléchisse sur ça. Le deuxième point qui m'interpelle, c'est que je constate que, à la différence du Sénégal, ici, les partis politiques se créent, ils attendent, quand il y a des élections, celui qui est proche de gagner, tout le monde va avec lui. Généralement, c'est le pouvoir. Au Sénégal, c'est le contraire. Tous les partis sont mis avec Ouad pour battre Diouf, et après, ils se sont mis ensemble avec Macky Sall pour battre Ouad, et maintenant, ils se sont mis avec Macky Sall, mais ils n'ont pas pu battre quand même ceux qui sont au pouvoir. Donc, chez nous, c'est tout à fait le contraire. Je crois que ça, c'est des choses qui doivent interpeller. Je ne sais pas à quoi cela, en tout cas, est dû, mais c'est une différence d'attitude des hommes politiques que je crois qu'on doit analyser. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'abord aux organisateurs de m'avoir invité à cette discussion que j'espère qu'il va être très enrichissante de part et d'autre. Et ça me donne l'occasion de rencontrer les chers amis universitaires que j'aime bien. Moi, je suis un politique qui aime bien interroger les évidences. Je crois que notre espace politique est rempli d'évidences, des choses qui paraissent évidentes. Mais moi, j'aime bien oser. C'est pour ça, d'ailleurs, Adam Cham aimait bien dire que j'étais un politique iconoclaste. J'aime bien interroger les évidences. Et je vais essayer, par rapport aux exposés là, de parler de 3 choses qui me paraissent évidentes, mais qui méritent d'être interrogées fortement.
La première chose, le titre même de l'exposé de M. Savané, du docteur Savané, la démocratie en crise. Dans ma compréhension et dans la façon dont moi j'appréhende la démocratie, il n'y a pas la démocratie, il y a les démocraties. Donc déjà là, je pense qu'il faut oser interroger. Est-ce qu'il y a une démocratie? Quand on regarde à travers le monde, l'expérience universelle, est-ce qu'il y a une démocratie ou il y a des démocraties? Je crois que c'est une question importante qu'il faut oser interroger et à travers cette interrogation, maintenant essayer de faire les explorations. Parce que, en fait, la démocratie est une méthode de gouvernance. Comme l'autocratie, comme la monarchie, comme d'autres. C'est une méthode de gouvernance. Et cette méthode de gouvernance est bâtie sur des idéaux, est bâtie sur des valeurs, est bâtie sur des principes et des modes de faire. Ce qu'on appelle les procédures, les modes de faire. C'est ça qui caractérise une démocratie. Et quand on regarde ça, bon, les idéaux, les valeurs, les principes, les modes de faire peuvent être différents en fonction des contextes et peuvent varier dans le temps et dans l'espace. Donc c'est pour ça que je dis, moi, j'interroge fortement la question, la démocratie. C'est les démocraties. Deuxièmement, puisqu'on court derrière le temps, deuxième interrogation, quelque chose qui paraît évident, j'ai même entendu le mot plusieurs fois ici, on parle de rejet de la politique, on parle de rejet de la démocratie. J'avoue que moi, chaque fois que j'entends ça, ça m'interroge. J'ai dit, est-ce que, en fait, est-ce que la démocratie, la politique est rejetée? Est-ce que la démocratie est rejetée? Ceux-là même, quand on écoute leur discours et leur comportement, ceux-là même qui disent que la démocratie est rejetée, que la politique est rejetée, mais ils font de la politique. Tous les acteurs aujourd'hui au Mali qui sont sur le champ de l'espace public, qui parlent de démocratie rejetée, politique rejetée, on charge la politique, on charge les hommes politiques. Mais qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils font de la politique. Parce que la politique, comment on intervient dans la gestion de la société. Même, moi je pense qu'aujourd'hui, quand on dit aux gens qu'on est dans un régime militaire, mais on est dans un régime politique. Parce qu'à partir du moment où les militaires ont quitté l'armée pour se mettre sur l'espace public, ils font de la politique. En tout cas, c'est ma compréhension de la politique. Donc, moi je crois que ces rejets-là, il faut sortir de la superficie et essayer d'explorer un peu. En fait, qu'est-ce qu'on a rejeté dans le rejet de la politique? Est-ce que c'est les partis politiques qui sont concernés de la façon dont on le fait? Est-ce que c'est les hommes qui sont rejetés dans la façon dont on fait? Mais je termine, et le concept, il faut bien l'interroger. Le dernier point, rapidement, quand j'ai écouté le docteur Diarra, je dis, ça y est, Diarra, en bon peu, je dis, Diarra est en train de faire du bambara avec nous. Comme on dit, bambara aïf libina, quoi. Sinon, il connaît bien la réponse. Il connaît bien la réponse. En fait, très rapidement, le temps fait que je ne peux pas trop approfondir. Moi, je crois que là, c'est l'État qui est en crise. En tout cas, moi, je ne tourne pas à rond. C'est l'État qui est en crise. Et pour moi, la crise est en crise. L'État est en crise depuis son berceau. L'État du Mali est en crise depuis son berceau. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 60? En 60, on a reconduit l'État du Soudan français. On en a fait un État du Mali. En changeant juste le nom. Parce que regardez, quand vous prenez ce que moi j'appelle les trépieds de l'État colonial. En fait, l'État, parce que l'État, si on veut sortir des théories et voir concrètement comment ça se passe, l'État est installé sur un trépied. 3 pieds. L'administration publique, la justice et les forces armées et de sécurité. C'est le trépied qui tient l'État. Quand ce trépied n'existe pas, il n'y a pas d'État. Comme Djogouna, mon président me le disait pendant la transition, que j'ai géré avec lui, quand on était confronté à la difficulté et que moi je montais sur les créneaux, il me dit, Mbrangue,
Tu n'as pas d'État, tu n'as pas d'administration, tu n'as pas de justice, tu n'as pas de force armée de sécurité, tu n'as pas l'État, tu n'as pas de levier. Or, quand tu regardes dans le fond de ces leviers, et je termine, les doctrines qui tiennent ces leviers sont des doctrines qui sont bâties sur la reconduction de l'État colonial. Donc, en fait, le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est comment rendre conforme l'État et la nation malienne. Merci. Voilà. Merci. Merci, monsieur le ministre. Ce que je souhaiterais dire sur cette question de crise de la démocratie, que, en tout cas, de plus en plus, quand on écoute, on nous renvoie vers une crise de la représentation. Moi, je dirais que, en tout cas, sous nos cieux ici et au Mali, nous sommes dans une crise de la compréhension. Comment nous avons compris la chose? Mais si on ne se pose pas cette question essentielle, nous serons toujours dans la crise. Quand j'écoute les différentes interventions, c'est une question de compréhension. Et partant de là, les autres crises en découlent. La crise de la compréhension nous renvoie au premier moment. Ça vient d'être dit, depuis les indépendances, nous avons des invariants. De l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, qui restent sans solution, qui n'ont pas été interrogés. Parmi ces invariants, pour des pays comme le Mali, quand on regarde notre histoire, il s'agit de l'impératif de libération. On ne l'a pas interrogé à suffisance. L'impératif de libération collective et individuelle. Et là-dedans, nous traitons valablement les questions de liberté. Nous ne l'avons pas suffisamment interrogé et ces invariables reviennent dans tous nos forats jusqu'à aujourd'hui. Mais très généralement, les intellectuels ne veulent pas en toucher parce qu'eux, ils ont eu leur compte. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, les questions économiques. Cela constitue des invariants de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Nous ne parlons pas économie, nous parlons finance. Ce sont des invariants qu'il faut interroger. Quelles sont les ressources? Comment nous comptons les transformer? Avec quels moyens technologiques, ressources humaines et autres? Ça fait des invariants, on n'en touche pas. Tout ce qu'on veut dire, on crée les partis politiques, je suis de gauche, je suis de droite. Mais ces questions ne sont jamais interrogées. Et donc, je dirais ça, ce sont des invariants. Et parce que nous n'avons pas interrogé ces impératifs, d'autres impératifs viennent se greffer là-dessus. Les impératifs sécuritaires, la question sécuritaire. Les impératifs d'éducation, la question éducative. Quand on ne mange pas à sa faim, on n'est pas libre. Les questions alimentaires. Mais parce que nous n'avons jamais posé des questions essentielles, nous ne pouvons pas faire de bons choix. Parce que c'est quand on a compris ces impératifs que nous pouvons faire des choix. Comment nous organiser? Et pour faire ces choix, ça a été dit, il y a deux leviers. Les questions de valeur et les nécessités qui se posent à tout être humain, à savoir comment maintenir son intégrité physique dans la dignité. Cela n'a jamais été interrogé. Et nous sommes dans l'impasse parce que si nous n'avons pas compris, nous n'avons pas interrogé ces impératifs, donc forcément nous ne pouvons pas répondre à la question essentielle, pourquoi nous sommes ensemble sur ce territoire que nous appelons le Mali. Pourquoi nous sommes ensemble? Pourquoi nous sommes une nation? Mais parce que nous voulons vivre dignement. Et comment, à partir de cette réponse, j'aime à le dire, on va se définir un idéal. On ne l'a jamais dit. Nous passons tout notre temps à épiloguer sur le choix des autres. Parce que les autres ont fait comme ça. Nous, nous voulons le faire
sans interroger notre histoire, notre passé et comment nous voulons nous projeter dans l'avenir. Parce qu'il y a des normes qui ont été définies ailleurs, il faut nécessairement que nous rentrons dans ces normes. Mais non, moi, descendant de parents colonisés, je prétends à un avenir. Mes interrogations ne sont pas les mêmes que pour des gens qui m'ont colonisé. Mais parce qu'ils ont pris ce chemin, il faut impérativement que je prenne ce chemin. Non. Les valeurs, les nécessités, il faut qu'on aille. Et partant de là, nous avons la crise de l'organisation. La forme démocratique, est-elle valable? N'est-elle pas valable? Si la norme, c'est ça, que je considère comme étant le contenant et le contenu, on va le dire sur plusieurs formes. Donc, pour aller plus vite, on va nous dire que bon, c'est le peuple. Mais qui est le peuple? Il s'agit de qui? Il s'agit de quoi? Quand la foule, on manipule la foule, on la jette dans les rues, on met la pression. Et vous, quel peuple? Donc, ce sont des questions essentielles qu'il faut. Et pour le peuple, ça a été déjà dit, il nous faut véritablement trancher ce nœud, la question de l'école. Quand on ne comprend pas, on se fait embarquer. La question alimentaire. Quand nous avons le ventre creux, on se fait embarquer. Et aujourd'hui, l'impératif sécuritaire qui s'impose à tous, comment aller vers cette démocratie électorale, libérale? Il nous faut autre chose. Il s'agit tout simplement de se poser des questions et de faire des choix. Et c'est ce qu'on refuse. Parce qu'il faut coûte et coûte qu'on rentre dans ce carcan qui est là et que nous pensons être universel. Ce n'est pas le cas. Merci bien. Moi, je vais Merci. être très bref, parce que je suis un esprit très simple. Je ne comprends pas beaucoup de choses. Et, pardon, je voudrais d'abord remercier les deux intervenants qui ont vraiment bien éclairé ma lanterne. Parce qu'en arrivant ici, je m'interrogeais ce que c'était que la crise de la démocratie malienne. Parce que pour moi, contrairement à madame, la démocratie est universelle et a ses valeurs auxquelles il faut adhérer. Si on n'y adhère pas, ça ne peut pas marcher. Donc, nous devons nous interroger, est-ce que nous avons adhéré à ces valeurs-là? Le Premier ministre Mara a cité quelques-unes de ces valeurs. Je pense que si on est conforme à ça, on est en démocratie. Si on n'est pas conforme à ça, bon, on imite, mais on n'est pas encore dans la démocratie. Et puis, pour moi, esprit simple, la démocratie, c'est une construction. Ce que nous voyons chez les Occidentaux aujourd'hui, au lendemain de la Révolution française, la démocratie n'était pas de cette façon-là. Elle s'est améliorée petit à petit. C'est une construction. Or, j'ai l'impression ici, quand j'écoute les gens, que la démocratie, c'est un prêt-à-porter. Ce qui n'est pas le cas. Ça se construit. Enfin, je dis, nous sommes tous interpellés en tant qu'intellectuels. Est-ce que nous évaluons les phénomènes que nous pratiquons? Très peu. Je pense que c'est une opportunité aujourd'hui. Et là-dessus, je voudrais quand même que mes collègues réfléchissent sur la question des élections et des électeurs. Je vais raconter une anecdote ici. Nous avons voulu faire la promotion du professeur Sadikou Sanogo à l'époque. Il était secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous souhaitions qu'il soit député en commune 6. Je tiens un certain nombre en raison de sa probité morale. Parce que c'est quelqu'un qui, quand je le côtoyais, il était très honnête. On a voulu faire sa promotion, mais qu'est-ce que les électeurs nous ont dit? Ça veut dire quoi, professeur? Hein? Qu'est-ce que ça signifie, Nongo-Dimibala? Alors, chaque fois quand j'entends les gens dire on achète le rôle de l'argent dans la politique, etc. Mais
a introduit l'argent dans la politique? C'est la demande ou l'offre? Parce que je vous dis, contrairement à ce qu'on pense, la demande est plus forte que l'offre. La demande est plus forte que l'offre. Bon, alors, il y a un élément aussi qui revient très souvent, c'est le nombre de partis politiques. Ça semble scandalisé. Et là, j'ai envie de poser une question au Premier ministre Mara, qui a abordé la question tout de suite. Pourquoi il a créé, lui, un parti politique? Parce que quand il le créait, je pense, son parti est parmi les partis les plus récents, né d'une dissidence. Il a créé un parti pour des raisons objectives, certainement, mais peut-être qu'il faudrait qu'il nous explique s'il estime que son parti n'est pas de trop et il juge d'autres de trop. Voilà, je voudrais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Ouais. Mais en tout cas, l'argent dans la politique, il faudrait que les gens l'analysent profondément. Parce que moi, je suis politique, comme Ousmane l'a dit. Moi, j'ai fait de la politique. Je m'en suis quelque peu retiré, mais je continue à faire un peu de la politique. Mais je vois un peu comment les électeurs agissent au Mali. Merci. Merci, professeur. Donc, on reste sur le même arrangé. Je donne la parole à la ministre Kadek. Merci, Fatoumata. Et après, je serai... D'accord, très bien. Merci beaucoup. Fatoumata et les organisateurs, je tiens quand même à préciser une chose. Je suis ancienne ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Je tiens à l'artisanat. Hein? L'artisanat est un secteur très important. Et dans le cadre de ce débat, je tiens aussi à dire ça, plus un pays est créatif, plus on peut sentir le niveau ou l'impact sur le secteur créatif qui est l'artisanat. Quand les gens sont libres, quand il y a une quête de l'égalité sociale, on sent que les gens sont beaucoup plus créatifs. Hein. C'est vraiment la petite introduction que je voulais faire. Monsieur le recteur, vous qui avez introduit le débat la matinée, c'est un exercice aussi que je convoque ici. Hein. C'est presque un commentaire de vos différents propos. Donc, permettez que je suive un peu les notes qui ont été prises. Alors, le titre déjà, de l'idée de démocratie à la démocratie en crise, le dilemme malien. De l'idée de démocratie, est-ce qu'aujourd'hui au Mali, on peut vraiment parler de l'idée? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'apprentissage? Je pense qu'on est quand même sorti de l'idée de la démocratie. Nous sommes partis de l'apprentissage à la démocratie en crise, et même en crise, je ne le dirais pas. Peut-être une démocratie tourmentée, une démocratie fiévreuse, mais peut-être pas forcément une démocratie en crise. J'ai aussi senti chez le recteur comme une envie d'endogéniser notre démocratie. Comme une envie, hein, je l'ai ressenti, mais on pourrait en débattre par la suite. Et est-ce qu'on peut vraiment endogéniser cette démocratie en voulant la changer? Et monsieur le ministre, si vous le permettez, hein, j'irai aussi dans le sens du Premier ministre Mara, mais du professeur Samba, c'est qu'il n'y a pas de démocratie à la malienne. Effectivement, il y a des valeurs. Il y a des valeurs qu'il faut essayer d'appliquer, de croire en ces valeurs-là, mais il n'y a pas de démocratie à la malienne, à mon sens. Mais nous devons peut-être, par rapport à la volonté d'endogéniser, d'être créatifs. Et au Mali, je pense que nous avons essayé de l'être. Nous avons créé des garde-fous. Il y a par exemple le médiateur de la République qui intervient quand ça ne va pas, qui intervient pour corriger des tirs. Nous avons au Mali rehaussé la place des légitimités traditionnelles. Il y a eu une reconnaissance d'un certain nombre de structures au Mali qui accompagnent la démocratie, qui accompagnent les institutions démocratiques. Mais il y a eu aussi ce grand bond qui fut la décentralisation. Et monsieur le ministre Ousmane Sy est là, un des artisans de la décentralisation. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous faire une confidence aujourd'hui. Devant cette auguste assemblée,
il y a peut-être 25 ans ou presque 30 ans, vous n'étiez pas encore ministre, mais en charge de la cellule de la décentralisation. J'étais allée vous voir pour vous saluer, bien entendu, mais aussi prendre des nouvelles de cette cellule, de savoir comment les choses bougeaient, l'humilité avec laquelle j'ai été accueillie, l'élégance, mais surtout la conviction de toute l'équipe qui était là. Et je suis repartie de votre bureau cette matinée avec aussi une conviction. J'avais pas 30 ans, mais je me suis dit, peut-être que le nouveau Mali est en train de prendre racine dans ces bureaux-là. C'est dans ces bureaux peut-être que ma génération ou les générations à venir pourront trouver de l'espérance. Ça, c'était juste des parenthèses que je voulais vous ouvrir et puis pour mettre l'accent sur la décentralisation. Toujours dans mes commentaires critiques, on a parlé, je crois, toujours dans l'introduction du recteur, de la place des militants, des jeunes, des femmes, de tout le monde. Mais il y a une partie de la population que nous avons tendance à oublier. C'est bien sûr les intellectuels, mais c'est beaucoup les artistes. Dans la décennie 80, il y a eu des œuvres majeures qui ont accompagné le processus de démocratisation du pays, qui ont été vraiment à l'avant-garde de l'avènement démocratique. Il y a bien sûr la pièce de théâtre Wari qui a été, voilà, qui a été une signature politique sur la scène théâtrale, mais il y a eu aussi des films, Niamantouche de Cheikh Omar Sissoko, mais bien avant, il y a eu Figné de Suleiman Sissé qui alertait déjà sur ce qui n'allait pas dans une société à partie unique. Et encore autre chose par rapport à ces années-là qui ont précédé vraiment l'avènement démocratique de mars, c'est qu'il y avait tous ces militants de l'ombre. Vous avez parlé de partis politiques clandestins, mais tous ces militants de l'ombre qui sont doucement sortis des buissons pour écrire. Il y a eu Toile d'araignée qui était une signature politique. Là, je parle en tant qu'éditrice et j'ai envie aussi, dans cette quête de démocratie, dans cette question qui interpelle la démocratie, de rendre hommage à tous ces gens, à tous ces hommes et à toutes ces femmes de l'écrit qui ont contribué à l'avènement de la démocratie. Et qui ont fait un travail d'éveilleur de conscience vraiment. Le rôle des partis politiques, ça a été dit. Je ne vais pas trouver d'excuses pour les partis politiques. Je ne suis pas militante politique. Je ne suis pas chef de parti. Mais je crois qu'on a tendance à charger les partis politiques. J'ai entendu, là, cette matinée, dans les premiers débats, qu'il faudrait que les partis éduquent les militants. Mais comment voulez-vous que les partis éduquent les militants si dans la société, nous ne sommes pas suffisamment outillés à former, à éduquer les citoyens? Le travail des partis politiques est un travail différent à mon sens. Mais encore là, je parle sous le contrôle des différents politiques qui sont autour de la table et surtout des différents chefs de parti. Et on a parlé d'égalité et de liberté. L'égalité et la liberté sont vraiment les principes fondamentaux d'une démocratie. Mais messieurs les universitaires, je pense, et ce serait peut-être une bonne chose, monsieur le recteur Samba, de proposer à vos étudiants des lectures qui sont incontournables. On ne peut pas parler de démocratie sans avoir lu, à mon sens, La démocratie en Amérique de Tocqueville. Tocqueville parle d'égalité, il parle de liberté, mais là aussi, monsieur le ministre, permettez-le-moi, je vais rejoindre le propos du ministre Mara. La liberté, il faut savoir la jauger. La liberté individuelle peut être par moments un danger pour les libertés collectives. C'est-à-dire la quête de l'égalité peut être, si on ne fait pas attention, un danger pour la liberté. Mais tout ça est dans Tocqueville. Tocqueville parle de l'avènement de la démocratie en Amérique, mais qui est en fait l'avènement de la démocratie dans toutes nos sociétés, mais aussi les dangers qui guettent la démocratie. Et lorsqu'il y a des périodes, pas de crise, des périodes de doute, qu'est-ce qu'il faut faire? Et enfin, vous avez parlé de globalité. Effectivement, la démocratie est fiévreuse un peu partout. Ce matin, c'était assez marrant. J'ai ouvert la télé et je tombe sur Séoul, la Corée du Sud. La Corée du Sud qui était un exemple de démocratie, de bien-être, de bienveillance, très différente de la Corée du Nord, barbare, dictatoriale. Et aujourd'hui, la Corée du Sud est à la croisée des chemins. Les partisans du président, les opposants
le peuple demande la destitution du président sud-coréen parce qu'il aurait proclamé l'état d'urgence, on va dire, la loi martiale. Et donc c'est pour vous dire que partout dans le monde, on interroge la démocratie. L'exemple de l'Amérique est là. Donc, encore une fois, ces débats autour de la démocratie sont des débats passionnants parce que c'est des débats qui nous interpellent en tant que citoyens du monde, pas seulement en tant que Maliens. Mais on a la chance de pouvoir tenir ce débat au Mali et j'en remercie les organisateurs et je dis merci à toutes les personnes qui sont là et à cette auguste assemblée, au public qui est venu nous écouter. Un grand merci. Merci, Madame la Ministre. Alors, Fatoumata, j'ai qui sur la liste? D'accord. Et je vous demande humblement, voilà, d'essayer de condenser les interventions, s'il vous plaît. Je ne pourrais pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Ah non. Oui, c'est ça qu'on va dire. Ah oui, je ne peux pas. Je pense que il faut inscrire ce débat dans le monde tel qu'il est, tel qu'il va. Et il va mal. Le monde va mal. Nous sommes dans un pays en guerre. La guerre sévit partout, tue. Gaza rasé, le Liban attaqué, et l'Ukraine qui vient confronter la Russie chez nous au Sahel. L'AES qui est née, la question des relations de l'AES et la CEDEAO qui se pose aujourd'hui à nous, les BRICS, les vrais sujets sont là. Ce n'est pas de savoir quelle est la date des élections, mais les enjeux des élections dans un monde qui va à volo. Alors moi je me dis que, je suis désolé, Mara le sait, on n'est pas d'accord là-dessus. Les fondamentaux, intangibles, je n'y crois pas. Parce que quand vous avez dit au début, la démocratie part pour le peuple. Mais dans nos pays, il ne s'agit pas d'un concept ni d'un régime, mais d'un projet de société. Un projet de société unipolaire, civilisationnel. On ne le savait pas, on le sait aujourd'hui. Le grand débat aujourd'hui, quand ces gens-là se permettent de dire il y a des pays faillis, des démocraties illibérales, et ils se donnent le droit de juger les autres. Qu'on le veuille ou non, c'est dans leur schéma que nous sommes contraints de rentrer. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'argent, de leur argent. Je ne suis pas d'accord avec Ousmane Sy quand il dit qu'il y a l'administration, la justice, les forces armées. Mais le fin fond du débat, le drame, le dilemme malien depuis le début, je l'ai dit dans l'étau, c'est qu'on ne parle pas de l'économie. On ne parle pas de l'économie. Et quand nous parlons de la culture, c'est sous l'angle juste spectacle. Voilà. On n'est pas dans la pensée de la démocratie. Nous ne sommes pas outillés pour nous battre dans un monde violent, dans un ordre mondial raciste, écocide. C'est toutes ces questions qui nous interpellent. Alors moi, on ne peut pas continuer à nous dire, à nous réciter. Tout ça, là, on le sait, on l'a déjà dit. Mais tout ça, c'est derrière nous. Nous en sommes là aujourd'hui précisément parce que nous tournons en rond. On a peur d'aller à l'essentiel. Qui a peur d'aller à l'essentiel? Parce que tout simplement, nous sommes ici autour de cette table, mais ce n'est pas les mêmes tendances. Qui a peur de nommer les choses? Qui a peur de nommer le système capitaliste mortifère? Mais c'est parce qu'il y a une tendance libérale, mondialiste, petite bourgeoise, qui ne veut pas aller à l'essentiel, qui veut consommer comme en Occident. On ne veut pas de l'Occident. Il y a l'Occident collectif et le Sud global. Mais nous faisons partie du Sud global. Mais quelle réflexion menons-nous ici, nous Africains, par rapport à ce débat? Quelle est notre place dans les BRICS? On est toujours content d'aller dire, on a ceci, cela, la richesse de nos sous-sols. Mais si la richesse de nos sous-sols, si c'est pour échapper au diktat de l'Occident,
pour aller faire et nous battre pour mieux vivre comme en Occident, parce que c'est ça l'enjeu. C'est leur modèle que nous suivons. C'est cette démocratie que nous voulons. On va juger, on me parle de l'argent, mais la question de l'argent est fondamentale. Toutes les corruptions, je suis payé aujourd'hui pour le savoir. À la base, les gens ont compris que chacune de nos institutions, on y entre, c'est des centres d'affaires. Ce n'est pas des lieux de réflexion, ce n'est pas des lieux de pensée pour savoir comment on va à la rencontre de l'autre, des autres, comment faire avec les plus démunis. Donc il y a une classe politique libérale, ultralibérale, et qui a pris en otage le Mali, et qui a pris l'Afrique en otage. Alors, il y a une tendance conservatrice qui a vu le jour précisément du fait des excès. On en met plein la vue aux pauvres partout. Le Nigeria, Boko Haram est né dans ce contexte d'injustice. Les inégalités sont insurmontables. Traversez la ville et vous voyez où est la différence. Des immeubles qui poussent à côté des taudis. Un pays producteur de coton qui s'habille en haillons, les restes des autres qu'on consomme. Où est notre marché? Où sont nos industries? Que font nos opérateurs économiques? Que font-ils? Qu'est-ce qu'ils nous servent? Est-ce qu'ils sont des prêtres? Non seulement. Les vrais sujets sont là. Moi, ce n'est pas la date des élections, ce n'est pas la transparence des urnes, c'est le fait de savoir que jusqu'ici, on était sous la coupe, c'était une démocratie qui obéit aux normes des États-Unis. La France-Afrique, on l'a dit, on n'en parle pas ici. Et aujourd'hui, qui est sous la coupe de l'OTAN. L'OTAN, il se trouve ici aujourd'hui, avait promis de venir ici si on ne va pas en démocratie. Je m'en arrête là parce que... Merci. Merci, madame. J'aimerais commencer mes propos par les propos du professeur Idrissa Sohiba Traoré, qui, dans son introduction, a parlé de l'avènement de la démocratie, de la lutte à l'avènement de la démocratie à partir de 1968, en tout cas du régime de Moussa Traoré. Je pense qu'il fallait un peu remonter, à savoir que les partis dont vous avez cité, tels que le PMT et le PMRT, ont déjà des années 1960, se sont mis à se battre contre le régime de Modibo Keïta, qui déjà avait inscrit dans la première constitution le multipartisme, mais qui, dans les faits, le parti était devenu un parti État. Donc, depuis cette période, je pense qu'il est bon de regarder depuis cette période pour voir est-ce que ce n'est pas à partir de cette période que nous avons failli un peu. De 1960 jusqu'à 1968, c'était la pensée unique aussi. Le parti État, c'était très difficile. Et quand les militaires ont pris le pouvoir à l'époque, je pense que les premières déclarations, c'était aussi de remettre le pouvoir dans les 6 mois. Mais ils sont restés 23 ans. À ce niveau également, il faut interroger la Constitution de 1974 aussi, qui avait bien inscrit la démocratie dans la Constitution, mais qui aussi a inscrit, comme vous l'avez si bien dit, le parti unique, mais aussi le parti était une institution. Donc tout ça, je pense que l'un pris dans l'autre, je pense que la construction de notre démocratie, la construction citoyenne a été malmenée depuis cette période jusqu'à 1991. Bon, c'est pour cela que je pense que, comme l'a dit le recteur Diallo, la démocratie est une construction. Et le pouvoir de l'argent, je pense qu'on ne peut pas dissocier, c'est très difficile de dissocier la politique à l'argent. Un peu partout dans le monde. Dans le monde, l'argent a toujours un rôle important dans les élections, dans la démocratie. Moi, je m'en vais vous donner une petite expérience personnelle. En 2013, j'étais candidat aux législatives. Je crois que le Premier ministre Moura en sait quelque chose. Nous avons battu campagne pendant presque 2 semaines. Nous étions seuls sur le terrain. Nous pensions que c'était fini. Nous, bon, on était seuls sur le terrain. Personne ne pouvait nous battre. Mais il a fallu, à 5 jours des élections, une personne que je ne nommerai pas, un des grands candidats, un grand cadre de l'ADEMA,
est descendu sur le terrain avec beaucoup d'argent. Il est rentré avec, dans le cercle avec des remorques remplies de sel et de sucre. Il a réuni les chefs de village, il a suffi qu'il distribue. Et voilà, on a été relais. On n'a pas gagné les élections, on n'a même pas été troisième. Hein. Donc le pouvoir de l'argent, c'est très difficile. Et pourtant, nous avons passé notre temps à parler de notre projet. Parce qu'effectivement, le parti avait un projet que nous avons décliné. Bon, les gens nous écoutaient, mais ce sont nos propres parents. Ils nous disaient, bon, écoute, bon, après on nous dit, mais toi, tu es de chez nous, mais l'autre également, il est de chez nous, mais c'est lui qui est venu avec l'argent. Donc je pense que c'est important de parler de la construction citoyenne dans notre démocratie. Et c'est pour cela, je pense que la solution à cela se trouve, d'après Senghor qui disait que ce que lui n'a pas réussi, Abdou l'a réussi en faisant intéresser l'université, n'est-ce pas, à la question politique. Et c'est important si aujourd'hui c'est les universitaires qui commencent à faire des recherches, qui nous invitent en tant que nous politiques. Je pense qu'il y a espoir, il y a une lueur d'espoir pour permettre en tout cas à beaucoup de gens de comprendre, de faire l'éveil de conscience. C'est pour cela, vous voyez, quand on regarde au Sénégal, que vous avez cité, c'était pendant 60 ans, c'était le Parti socialiste et le Parti démocratique sénégalais qui se battaient. Mais aujourd'hui, bon, on les a tous soumis à la retraite. Par la force aussi des médias, des réseaux sociaux, qui a été utilisé par les jeunes actuels. Donc je pense que c'est important de multiplier ce genre de forats. Merci beaucoup. Merci. On va donner enfin la parole à mon grand frère Ndiaye qui a patienté. J'en suis désolé. Allez-y, vous avez la parole. Merci bien, Sogolgo. Et moi, je suis partisan de la conversation mondiale. Moi, je pense que nous devrons penser global. Mais pour penser global, il faut que nous nous construisons nous-mêmes à partir de nos pays. Et depuis 1960, je parle sous le contrôle de Ousmane Sy. Ben, il avait dit, depuis 60, nous sommes dans une dynamique de déconstruction. Je dirais même en lisant très souvent les rapports des commandants coloniaux que le service public pendant la période coloniale était de qualité, en tout cas mieux que le service public que nous offrons aujourd'hui. Donc il faut qu'on se pose, qu'on se questionne sur notre déconstruction. Et j'ai fait une note, je vais essayer pour ne pas trop prendre beaucoup de temps, je vais essayer d'être dans la note. Et je pense que la politique, elle est faite pour améliorer la vie du citoyen. Et toute politique qui concourt au contraire n'est pas bonne. Et quelle que soit l'appellation de cette forme de politique, que ce soit démocratie, dictature, monarchie, autocratie, si elle ne concourt pas à améliorer la vie du citoyen, elle n'est pas bonne. Et Ousmane Sy a dit il y a des formes de démocratie. Mais les formes de démocratie ont un dénominateur commun. C'est-à-dire, elles fonctionnent avec 3 principes fondamentaux. C'est-à-dire le respect des règles et des engagements, le consentement à l'impôt et le libre choix des autorités. Comment ces fondamentaux se construisent dans un pays? Ils se construisent par 2 bases. La création et l'animation d'un univers symbolique commun. Madame Assetou Founaye Samake a parlé de valeurs. La construction de liens d'intérêt sociaux. Madame Aminata a parlé d'économie. Et qu'est-ce que j'entends par univers symbolique commun? Et je vais être concret. Depuis la dynamique dite démocratique à partir de 1991, est-ce qu'il y a eu une série télévisuelle ou radiophonique sur une mairie, sur l'Assemblée nationale, sur un parti politique, sur un hôpital, sur le palais de Koulouba, sur une entreprise, sur un parti politique,
sur un commissariat de police, sur un service de l'INPS ou de l'AMO, sur un paysan, sur un palais de justice, sur une école, sur un inspecteur des impôts, sur une usine, sur un banquier, sur un chauffeur de sous-traitement, sur un mécanicien, sur un avocat, sur un moniteur d'auto-école, sur un tailleur, sur un leader religieux, sur un commerçant, sur un maçon, sur un maître d'école, sur la Constitution. Est-ce qu'il y a eu une série, même pas une, de 91 à maintenant? Et pourtant, on parle de démocratie. Je connais quand même des films, mais pas de séries. Hein? Je connais des films. Et comment construire un univers symbolique commun, moderne, sans ces formes de production culturelle et artistique dans un pays qui ne lit pas? Nous avons contribué à l'émergence des citoyens qui ne définissent leur présent que par les contingences du passé, en leur fournissant que du Sundiata et du Babemba et du Damonzo. La deuxième base est la construction de liens d'intérêts sociaux. Qui dit intérêt dit économie, dit solidarité, dit accès organisé et régulier au savoir, aux compétences et aux revenus. Aminata est revenue très souvent là-dessus. Est-ce le cas dans le Mali d'aujourd'hui? J'ai eu la chance de participer à 3 études sur les dysfonctionnements du Mali en 2004, 2014 et 2022. Et nous y avons souligné 4 constances. Première constance, la très large majorité des citoyens lambda n'a pas un lien d'intérêt direct avec l'État. Pas de couverture sociale, pas d'assurance retraite, pas de paiement d'impôts. Deuxième constance, la très large majorité des citoyens lambda n'a qu'un lien de corruption avec l'État. Pot de vin à l'agent des eaux de forêt, aux policiers, aux gendarmes, aux juges ou à l'agent public qui offre un service public ou un document officiel. Troisième constance, la très large majorité des citoyens lambda n'a qu'un rapport de corruption avec la politique. Il a dit ici, le professeur Diallo, 2000 francs pour voter, frais de carburant et per diem pour participer à un meeting politique. Quatrième constance, qu'est-ce qu'espère la très large majorité des citoyens lambda de l'État? Bon, elle espère qu'un de ses proches soit au pouvoir, quelle que soit la forme, pour bénéficier de ses bienfaits. Le proche peut vendre le pays, ce n'est pas grave. L'essentiel est que lui, il profite de ses bienfaits. Ouais. Comment construire une société homogène avec cette réalité? Vous avez entendu société homogène. Je n'ai pas dit démocratie. Merci. Merci pour votre intervention. Alors, Cheikh Oumar, il est sorti? D'accord. Oui, colonel, vous avez la parole. Bon, vous avez dévoilé mon identité. Ah, je suis désolé, les mauvais réflexes. En tout cas, je profite en même temps pour faire la présentation complète. Et Lee est le directeur du CARES, qui est le centre de recherche de l'EMP. Et donc, il est professeur aussi, il est agrégé des facultés de médecine, agrégé du CAMES. Je profite de l'occasion pour le féliciter, il vient d'être récemment agrégé. Félicitations. Et je vois en lui un de nos collègues, et j'ai ce mauvais réflexe quand même de lui reconnaître son titre, parce qu'il est médecin militaire. Merci, colonel, pour votre participation. Bon, vous continuez avec la dénonciation. Ok. Alors, en tout cas, merci, docteur Sogodoro, et merci aux organisateurs pour ce débat sur un thème aussi sensible. J'avoue que c'était très courageux de votre part d'organiser un débat sur la démocratie et d'inviter des partis politiques, des militaires, les CNT et tout le monde. Et ça, c'est clairement quelque chose de très, très appréciable. Il y a deux choses, je pense, par rapport à ce concept qui si c'est répandu, permettrait
beaucoup d'adhésion au concept de démocratie. La question de la finalité. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les gens ont essayé cet outil. Ça fait 30 ans qu'on utilise quand même la démocratie au Mali. Le Mali a connu 30 ans d'expérience avec la démocratie. Et aujourd'hui, on en discute comme si c'était nouveau. Il y a des débats aujourd'hui qui seraient très, très preneurs en 91. Mais aujourd'hui, avec l'expérience que le peuple malien a, que les peuples du Sahel ont avec la démocratie, il faut quand même faire attention un peu. Je disais à un de nos partenaires, si on vous fait rentrer dans cette pièce de 3 mètres carrés, on éteint la lumière, on vous tabasse sérieusement, vous ne voyez pas d'où vient le coup du fouet, on vous fait sortir. Si on vous dit de rentrer, est-ce que vous allez rentrer aisément? Il me dit, ah non, je vais réfléchir d'abord. Et c'est cette réflexion qui se passe actuellement et c'est tout à fait justifié dans le contexte sahélien. Parce que 30 ans d'expérience avec la démocratie et on a vu ce que ça a donné depuis 2012 dans quoi nous sommes. Et j'avoue que 2012, ce n'est que la conséquence de ce qui s'est passé bien avant. Donc on ne va pas développer tout ça. Il y a d'autres cadres qui pourraient être utilisés pour développer tout ça. Donc les gens connaissent la démocratie, ils savent qu'est-ce que la démocratie peut donner. Et aujourd'hui, il faut vraiment rassurer les Maliens par rapport aux finalités de la démocratie. En revenant à la forme, en tout cas, que nous connaissons de cette démocratie, qu'est-ce qui va réellement changer dans le quotidien des Maliens, dans le bien-être des Maliens? C'est de cela qu'il s'agit. On ne touche pas à ça. On nous donne encore les leçons de démocratie, alors que les questions de la finalité n'est pas, la question de la finalité n'est pas résolue. Le deuxième problème qu'on a avec le concept de démocratie, c'est la sécurité de la démocratie elle-même. Si la démocratie est là pour nous sécuriser, alors qu'est-ce qui sécurise la démocratie elle-même? D'où la question de la criminalisation des États. Aujourd'hui, je pense que c'est la plus grosse menace qui guette nos États. Imaginez des États pris en otage par des criminels, des réseaux criminels. On l'a dit, c'est l'argent qui fait les élections, qui fait les députés, qui fait les maires et autres. Si c'est le cas, qui est détenteur de cette manne d'argent aujourd'hui dans le Sahel? C'est de cela il faut se poser les vraies questions. Et je suis d'accord avec le ministre Aminata qu'il faut vraiment regarder, placer ce débat dans son contexte global. Les enjeux sont là. La criminalisation des États est là. Et qui sait si on n'est pas passé par là? Avec toutes les preuves qu'on a, combien de débats, combien d'accords, de conventions? Il n'y a pas un mois, on a organisé un débat sur la coopération internationale pour qu'elle soit bénéfique pour les États du Sahel. Comment on est arrivé à vendre nos chars? Comment on est arrivé à s'interdire nous-mêmes nos territoires, à s'interdire le vol de notre propre territoire? Donc il faut faire attention à la criminalité, en tout cas des États. Et c'est vrai, la démocratie est quelque chose vraiment où il faut aller. Mais faut-il aller avec la forme que nous connaissons de cette démocratie? Et la démocratie, comme tout autre outil, est socialement construite. Et quelle forme de démocratie il nous faut désormais pour qu'on n'ait pas un Mali criminalisé dirigé par des criminels, pour que les populations soient en tout cas satisfaites entièrement de leurs conditions et de leurs dirigeants. Voilà en tout cas les deux concepts pour rappeler finalité et sécurité de la démocratie elle-même. Merci. Je vous en prie. Merci, professeur. Il ne s'agit pas d'une question de la démocratie, mais d'une forme de démocratie. Et quand on rentre dans cette lecture de la situation, on comprend qu'effectivement la crise de la démocratie mondiale qui a été abordée par Savané tire d'abord sa source d'une réelle injustice du système présenté comme démocratique et qui s'est formé en ordre international. Parce que l'injustice, elle était où au départ? Dès le Conseil de sécurité de l'ONU. Tout le monde le voit que ce n'est pas une véritable démocratie. Et dès cet instant, on comprend que la manière dont les autres espaces vont évoluer sera très fortement pénalisée par cette injustice de base de l'ordre international dit démocratique établi à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Et en quoi cela se traduit?
la création d'espaces régionaux qui ont été en quelque sorte confiés aux élus des Nations Unies, qui ont donc exercé leur jeu d'influence, qui ont conduit à l'instauration d'une forme de démocratie dans ces espaces-là, comme les nôtres de l'Afrique de l'Ouest, une forme de démocratie dont l'objectif premier était de paraître plutôt que d'agir sur les vrais instruments qui doivent permettre à leurs États de pouvoir être des États qui soient des États justes, des États qui soient des États équilibrés et des États qui soient équitables entre les citoyens, entre elles et les citoyens et entre les citoyens eux-mêmes. Donc, on a affaissé nos États pour se conformer à un système et un ordre international qui lui-même n'est pas réellement démocratique. Résultat, toutes sortes de pratiques se sont formées pour continuer à entretenir cette apparence de démocratie. C'est la corruption électorale, c'est la corruption de l'élite, c'est ensuite la corruption intellectuelle. Et donc, aujourd'hui, comme l'a dit M. Diarra, en réalité, la règle de droit, elle ne peut pas s'appliquer si elle se heurte aux mœurs de la société. Et c'est là où c'est paradoxal au Mali. Parce que la règle de droit est théoriquement parfaite, mais parce que la corruption du système a été telle, les mœurs elles-mêmes refusent d'accepter, d'appliquer la loi. Parce qu'elle n'est pas utile et elle n'arrange pas. Et donc, ça nous amène à nous interroger sur qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème. Est-ce que c'est une question d'élection? Effectivement, je ne pense pas que ce soit une question d'élection. C'est une question de vision stratégique à instaurer au plus haut sommet de l'État et à imposer comme étant la ligne directrice de tout acteur qui aspire à gouverner. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, il faut se demander si justement nous avons bien compris la place que doit occuper le Mali dans son espace. Est-il un Mali qui doit accepter l'ensemble régional hérité de cet ordre malsain, ou est-ce que le Mali ne doit pas plutôt se demander s'il ne doit pas lui aussi aspirer à être ce qu'on appelle une puissance régionale? Et comment construit-on les fondements d'un Mali comme étant une puissance régionale qu'elle doit être? Ça, c'est ma conception. Je suis convaincu que le Mali doit être une puissance régionale. Eh bien, c'est en nettoyant toutes les imperfections qui ont été caractéristiques de cette faiblardise de l'État. Et la première d'entre elles, c'est la tolérance à la criminalité. Combien de fois on a entretenu des groupes? Combien de fois on a entretenu des acteurs politiques simplement pour fuir la réalité que l'État doit assumer la fonction régalienne de la couverture intégrale du territoire national? Ça, c'est la base. Et maintenant, dans ce travail de base que nous avions à faire, il y a une incompréhension que nous avons avec le reste de la sous-région qui se motive par une lecture à l'ordre ancien intellectuel qui consiste à déléguer le problème à d'autres. On l'a délégué pendant 10 ans ici, on en a vu le résultat. Ça n'a été que de catastrophe en catastrophe. On a tous un exemple d'un Sobanda ou bien d'une réalité comme ça. Donc aujourd'hui, avant même de réfléchir au rejet de la démocratie supposée, il faut se demander si ce n'est pas la quête d'un idéal qui amène le citoyen aujourd'hui à vouloir contester le système dans son ensemble et à demander justement que le Mali revienne à cet idéal d'un grand Mali qui mérite d'être respecté pour ce qu'il est et qui mérite d'avoir des fondements justes pour que tous les citoyens puissent s'exprimer. Parce qu'il y a une évidence, c'est que le Mali ne peut pas se défaire de la démocratie. Parce que nous sommes tellement divers en ethnie, en langue et en toutes sortes de choses qu'on ne pourra jamais, s'il n'y a pas un véritable système démocratique, eh bien gouverner dans la paix et la stabilité.
Mais cette paix et cette stabilité se fondent d'abord sur la notion d'État, avoir un haut sens de l'État de la part de tous ceux qui aspirent à diriger et tous ceux qui aspirent à rechercher, comme vous. Ensuite, un État de droit, et c'est cet État de droit qui mènera vers la démocratie naturellement. Donc, la fixation démocratique est une erreur en ce sens où elle ne se fonde que sur les bases de l'ordre international injuste, qui mérite d'être réformé, et sur un ordre interne complètement désorganisé, qui mérite aujourd'hui d'avoir vraiment une phase d'autorité, pas de dictature, une phase d'autorité qui doit mener à un système démocratique plus sain. Rendre plus sain le Mali, c'est ça le défi. Rendre plus sain la gouvernance, rendre plus sain la réflexion intellectuelle et inverser cette colonisation mentale que nous avons, qui consiste à penser que nous ne sommes pas capables et que l'ordre international est immuable. Il y a eu des évolutions de l'ordre international à de multiples reprises. Avant les Nations Unies et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, il y avait la SDN. Avant la SDN, il y a eu d'autres choses. Donc, vouloir contester l'ordre international et se donner les moyens de pouvoir exister dans cet ordre international ne doit pas être secondaire à la démocratie. Il doit primer dessus pour l'intérêt supérieur d'un Mali qui est et qui doit être plutôt une puissance régionale. Voilà, je vous remercie. Merci Diallo. Alors, on va donner la parole à deux personnes autour de la table. Zoumananti Doumbia, ancien président de la commission loi, c'est bien ça. Est-ce que le micro est proche? C'est bon? Bien. Merci bien. Je voudrais, à prime abord, féliciter et remercier l'université qui sort du système classique pour venir s'entretenir avec d'autres couches et qui, sans nul doute, nous sommes persuadés, ces échanges vont permettre à toi, à nos universitaires, d'avoir une boisson en toi d'expérience qui pourra être enseignée dans nos universités et qui permettra, en tout cas, à repenser l'homme malien. Parce que je pense que tout ce que nous disons ici, à mon avis, doit être centré sur le citoyen. Quel type de citoyen nous avons aujourd'hui? Et si je parle de citoyen, je parle de l'éducation. Aujourd'hui, on ne peut pas, en tout cas, vouloir tout ce que nous voulons, tout ce qui a été dit, et je pense sans une bonne éducation de nos citoyens. Parce que tout part de là. Et les questions de redevabilité et les questions de projets de société, tout ça là, c'est à l'endroit d'un citoyen bien éduqué. Vous voyez, on a tellement parlé de la démocratie, mais je pense que les citoyens même, est-ce qu'ils appréhendent en réalité cette démocratie-là? Est-ce qu'ils appréhendent le rôle qu'ils doivent jouer dans cette démocratie? Parce que si l'accès au pouvoir doit se faire par les élections, et je pense qu'un citoyen bien éclairé, en tout cas, va savoir choisir les bons dirigeants. Et ce qui se passe aujourd'hui, parce que quand j'ai écouté les différentes interventions du professeur, en tout cas à mon homonyme Diarra, en passant par Savadou, j'ai bien compris que c'est le système électoral qui est en cause, qui est la source, en tout cas, de désignation des dirigeants. Et je dois dire qu'on tape beaucoup sur les hommes politiques, mais en réalité, c'est le citoyen lambda qui n'a pas joué son rôle ou qui ne joue pas son rôle. Je vous dis une anecdote. Vous, comme l'a dit le professeur Diallo ici, en fait, on ne choisit pas le candidat en fonction de sa valeur intrinsèque, mais il est choisi en fonction de ce qu'il peut donner. Mais en réalité, en retour, la redevabilité que nous cherchons, est-ce que quelqu'un qui est venu vous acheter, est-ce qu'il est
il est soumis à un contrôle de révadabilité, à une obligation de révadabilité. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il est bon. Et il serait bon de mettre l'accent sur l'éducation. L'accent, en tout cas, sur l'éducation de nos citoyens, qui permettra, au moment de choisir, en tout cas, les dirigeants, de pouvoir faire le bon choix. Et quand on fait le bon choix, et je pense que l'aspiration à un développement, tout part de là. Tout part de là. Parce que si vous choisissez de mauvais dirigeants, il va sans dire que la politique qu'il va mettre en œuvre ne soit pas une bonne politique. Et c'est ce qui fait que, à mon avis, c'est ce qui fait que nous partons souvent à côté. Et à ce niveau-là, il va falloir faire des efforts. Par rapport à la pluralité des partis politiques, je pense qu'il y a un réel problème de démocratie. Parce qu'on parle de démocratie, mais nous-mêmes dans nos partis politiques, est-ce qu'il y a une démocratie? Est-ce qu'il y a une culture démocratique? Parce que les partis s'identifient aux personnes. À part quelques partis de presse, sinon les partis s'identifient aux personnes. Parce que, en fait, il y a un problème réel de démocratie dans nos partis. C'est ce qui fait en sorte que, bon, il y a cette pluralité de partis politiques. Si réellement il y avait une démocratie dans nos partis, peut-être que ça permettrait de diminuer, en tout cas, pas mal de problèmes au niveau de nos partis politiques. Bon, je pense que tout a été dit. Beaucoup de choses ont été dites. Et moi, j'ai beaucoup appris. Et vivement, en tout cas, d'autres forats. Merci. Merci pour ces reconnaissances. Alors, il y a un seul souci. Il y a une personne qui n'a pas encore parlé. Et on serait bien heureux d'entendre ce qu'il en pense de toutes ces questions. Voilà. Voilà. Moussa Acharatoumane, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, mes remerciements aux initiateurs de ce forum. C'est pratiquement la troisième fois que je participe à ce forum. C'est vraiment un espace d'échange et de réflexion extrêmement intéressant. Et le thème d'aujourd'hui, il est vraiment d'actualité. D'actualité, pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays en crise, nous sommes aussi dans un pays en guerre, et nous sommes aussi dans un pays qui est vraiment en quête de paix. Et je sais que tous ceux qui suivent l'actualité savent qu'actuellement, le pays est en train quand même de créer les conditions de voies et moyens pour éventuellement aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Et qui parle de retour à l'ordre constitutionnel parle naturellement des élections et bien évidemment de la démocratie. Donc, du thème qu'on est en train d'aborder ce matin. Je pense que c'est un thème d'actualité. Maintenant, par rapport à ce thème particulier, surtout parlant de la situation malienne, moi je pense que la démocratie, comme Ousmane Sy l'a dit tout à l'heure, là, il n'y a pas une démocratie, mais il y a des démocraties. Des démocraties dans le sens où chaque pays, en fonction de ses réalités, essaye d'adopter ces principes-là à une forme de gouvernance pour éventuellement avancer. Pour parler du cas malien, moi je partirais d'un constat basé sur 3 genres de personnalités autour desquelles moi je dirais que l'exercice du pouvoir depuis plusieurs années tourne. D'abord c'est les hommes politiques, ensuite c'est les hommes en tenue ou en treillis, donc les militaires, et le troisième c'est le peuple. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, malheureusement dans notre pays, quand ce n'est pas les hommes politiques qui sont au devant de la scène, c'est les militaires qui viennent au devant de la scène. Et tous les deux s'appuient sur qui? Sur le peuple. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, nous sommes à la recherche, depuis tout ce temps, de la forme de gouvernance qui va vraiment nous permettre d'avoir une certaine stabilité. Et aujourd'hui, il va falloir que les Maliens réfléchissent à voir comment est-ce qu'on peut résoudre cette équation-là entre les hommes politiques d'un côté et les militaires de l'autre côté. Moi, je constate malheureusement une crise entre ces deux qui doivent constituer en réalité le socle même du fondement de la construction et de la paix et de la démocratie et de la sécurité pour notre pays. Mais malheureusement, on sent qu'à chaque fois qu'un vient au pouvoir, c'est pour affaiblir l'autre. Alors que c'est la complémentarité qui doit être créée entre les hommes politiques et les militaires. Parce que c'est à eux deux qui doivent mener la troisième couche là, qui est le peuple, qui est au centre de tout ça, vers la paix, vers la prospérité, vers la sécurité et vers tout ce qu'on dit. Malheureusement, la démocratie dans notre pays, quand moi je parle par exemple du Nord,
quand on parle des élections et tout ça. En réalité, dans ces zones-là, il n'y a jamais eu d'élection. Vous avez des individus qui sont là, qui ont des cartes d'électeurs. Moi, je connais des gens qui peuvent se promener avec 10 000, 12 000 cartes d'électeurs dans leur poche. Les électeurs en question, là, ils ne savent même pas qu'ils ont des cartes d'électeurs. Ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que la politique, ce que c'est qu'un vote. Ils n'ont jamais vu un bureau de vote. Et c'est ces messieurs-là qui décident à qui est-ce qu'il va remettre ses cartes d'électeurs et qu'est-ce qu'il va lui donner en contrepartie. Malheureusement, c'est ça la démocratie dans ces... Ça, c'est chez moi. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais je pense que c'est pas peut-être très différent. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'on est en train de gouverner depuis très très longtemps. Donc finalement, on se pose même les questions, c'est quoi la légitimité de tous ceux-là qui sont élus à travers des votes? Parce que quand toi tu es élu avec des cartes d'électeurs comme ça, dont les propriétaires ne les ont jamais vus, ils n'ont jamais vu ton nom, ils n'ont jamais vu ton parti, ils n'ont jamais été dans un bureau politique. Finalement, on se pose la question, c'est quoi la légitimité de tous ces gens? Et le pourcentage très faible, même de la participation des populations maliennes aux élections. Ça aussi, c'est un sujet qu'on doit aborder. Quand vous regardez les Mali, on est presque 23 ou 24 millions d'habitants. Et quand vous regardez les gens qui votent, il n'y en a peut-être même pas un tiers. Donc finalement, on doit se poser la question. Aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance en des processus démocratiques. Les gens n'ont plus confiance aux élections. Les gens n'ont plus confiance aux hommes politiques. Et finalement, comme ça a été dit ce matin ici aussi, les gens, on ne vote pas pour quelqu'un parce qu'il a un projet de société. Alors que c'est ça les fondements de la démocratie. On doit voter pour quelqu'un parce que cette personne a un projet de société qui va nous faire avancer. Mais malheureusement, on vote pour quelqu'un parce qu'il est au pouvoir. Généralement, ceux qui sont au pouvoir, quand ils organisent des élections, ce n'est pas pour perdre, c'est pour gagner. Ou bien on vote pour quelqu'un parce que ce dernier-là a de l'argent, ou on vote pour quelqu'un parce que ce dernier-là a de l'influence. Malheureusement, c'est ça la démocratie chez nous, dans notre pays. Et toutes ces choses-là, tant que ça ne va pas changer, c'est un processus qui va rester biaisé. On ne sera pas à l'abri des coups de force, des coups de tête et des coups de trop. Et malheureusement, ça va continuer. C'est pour ça, je pense qu'il doit y avoir une véritable réflexion pour que ces deux acteurs-là dont je parle, les hommes politiques et les militaires, s'entendent sur comment est-ce qu'on va désormais gouverner notre pays. Parce que, hormis le président Alpha Oumar Konaré, il n'y a pas un chef d'État qui a terminé son mandat au Mali. Ils ont tous été déposés les uns après les autres. On doit quand même se poser la question, finalement, vers où est-ce que tout ça va nous mener? Même ceux qui sont pressés pour qu'on fasse des élections. On va faire des élections, demain encore on va déposer un autre président. Et qu'est-ce qu'on fait après? On va encore récombrer pour tout reprendre à zéro. Donc c'est des questions de fond qu'on doit se poser. Moi je crois au fait que nous avons notre propre modèle à construire, à promouvoir, à condition que nous-mêmes on se met autour de la table et qu'on discute de cela. Le Mali, comme il l'a dit mon frère tout à l'heure, le Mali c'est un pays très diversifié. Ménaka et Kaï, ce n'est pas les mêmes populations, ce n'est pas les mêmes réalités, ce n'est pas la même perception de beaucoup de choses. Ce sont des populations extrêmement diversifiées et différentes. Cette diversité-là, c'est l'une des forces de ces pays-là. Et chacun de ces citoyens-là a le droit de participer à la construction de son pays. Et malheureusement, la majorité des populations maliennes, le pays est en train d'être gouverné en ignorant la plupart de ces gens. Ils ne sont ni associés, ni sensibilisés, ni informés, ni quoi que ce soit. Donc finalement, même ceux qui sont au pouvoir, c'est quoi leur légitimité? Du moment où les peuples, au nom duquel on fait tout ça, il n'est pas assez impliqué dans le processus. Ça ne peut pas marcher. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Alors, la dernière portion de pouvoir qui me reste, je vais l'utiliser. Et je crois que le pouvoir discrétionnaire n'est pas contraire à la démocratie. Donc, on va prendre 3 personnes dans le public. Et je sais que ce public, alors, il y a plusieurs personnes qui voudraient intervenir. Donc, on ne va pas faire un vote. Je vais utiliser mon pouvoir discrétionnaire. J'ai choisi 3 personnes. Le professeur Cheikh Amala Touré, mon doyen, le professeur Belko Wallagem et notre collègue Aboubakar Ba. Je me remercie moi-même parce que Makouter et la FSAP sont devenus un seul corps. Alors c'est un événement, je m'y reconnais parmi ceux qui ont organisé vraiment ce forum-là. Alors, c'est une occasion de plus offerte à l'endroit de ma modeste personne de côtoyer, ou si vous voulez, de tutoyer un monde venant de la sphère politique, de la société civile, j'en passe. Je crois que c'est la 3e fois.
Et je suis très heureux de partager un plat et qui s'attache à un des éléments essentiels discutés aujourd'hui partout dans les rues. Je crois que les débats vont dans ce sens. Et moi, à ma qualité d'universitaire, je vais essayer d'être distancié. Je m'évertuerai d'être distancié. Alors, je vois l'État est consubstantiel au droit. Et l'État de droit est consubstantiel à son tour à la démocratie telle que nous l'apercevons. Et cela veut dire que, quoi qu'on dise, la plaie du Mali, je l'avais résumée le samedi. Tenté de résumer. Et j'ai tenté de résumer une des plaies que nous avons quand même trouvées autour de 3 années d'études, de réflexion sur le président de la République. Je vais par le deuxième. Est-ce qu'on a exploré la voie de la bonne foi, une fois, des lois qui gouvernent la République? En tout cas, moi, je suis parvenu à la conclusion suivante, que les partis politiques n'utilisent pas la bonne foi. Exemple, je gagne ou je gagne. Il n'y a pas de mauvais, c'est qu'il y a tous des mauvais perdants. Or, quand on va en compétition, il faut que quelqu'un gagne, qu'il y ait un gagnant et un perdant. Mais chacun revendique la victoire. À tel enseigne que ça a plombé la marche de la démocratie, de la voie de la démocratisation en Afrique, à tel enseigne que ça a fait l'objet quand même d'une grande messe scientifique à RD Congo et la non-reconnaissance de sa défaite comme étant un facteur mettant en mal la démocratie. Ce n'est pas particulier au Mali, mais c'est de façon générale. Moi, je voulais insister sur un point avant de voir le second point. Très rapidement, peut-être je ne vais pas toucher au premier point, très rapidement, que de se détromper de mon point de vue. Nous parlons couramment maintenant copier-coller. Toutes les institutions que les États peuvent comporter ont fait l'objet de copier-coller quelque part. Détrompons-nous. La Constitution, par définition, c'est quelque chose qui s'attache aux institutions. C'est elle qui fixe les institutions. Donc nous avons fait un faux pas dans notre démocratie qu'on pouvait même rattraper pendant cette transition-là qu'on n'a pas vraiment utilisée. On devait quand même mettre une assemblée constituante en bonne et due forme élue pour la première fois, qui désigne les institutions, puisque les institutions par définition, c'est elles qui définissent la voie que l'État veut emprunter, suivant les aspirations de ses citoyens. Je crois que pour cette fois-ci, nous l'avons raté encore une fois de plus. Je l'avais dit à son temps qu'à la télé, qu'on devait quand même, le CNT qui fait office d'organe législatif, que ça devait être élargi jusqu'à 500 personnes et de façon désintéressée. Je l'avais dit à la télé, peut-être que les gouvernants n'ont pas suivi, ils avaient un autre agenda. Je respecte l'agenda dont ils avaient et qu'ils ont essayé de mettre en œuvre. Je ne vais pas abuser, peut-être qu'il y aura d'autres occasions sur lesquelles on va revenir. On a pris beaucoup de retard sur le programme. Merci. Professeur Wologem. Voilà, un bon philosophe, tel que je le sais. Bonjour beaucoup. Voilà, c'est difficile de cadrer un philosophe dans 2 minutes, quoi. Ça, je crois que tu en es convaincu. Je suis un disciple de feu professeur Issa. Donc, voilà. Idrissa a dit qu'il est plus proche. Voilà, ici, je crois que je vais essayer. J'ai dit que un apprenti philosophe ne prétend pas être philosophe. Moi, je crois que tout le dilemme, on a parlé de dilemme malien, dans lequel nous nous trouvons sur démocratie, c'est que sur la notion et son origine historique, on s'est trompé dès le départ. Sur la notion de démocratie.
Le recteur Idrissa l'a rappelé, puisque nous nous référons à son origine grecque. Si on se réfère à son origine grecque, la démocratie des pouvoirs du peuple, le peuple là c'était qui? Oui, c'est ça, c'est toute la crise qu'on est en train d'évoquer là. Ça part de cette non-définition de qui est le peuple. La démocratie, c'est dit que nous avons voulu adopter. On part, c'est dit que du fait qu'elle doit être inclusive. La démocratie, en origine, elle est exclusive. Il faut qu'on intègre cela. Et c'est cette volonté d'intégrer tout le monde là qui fait que ça ne marche pas. Parce que vous n'êtes pas au même niveau de culture politique, au même niveau de compréhension de la chose démocratique. Je prends un exemple simple que tout le monde peut observer. L'observation aussi, c'est la force du philosophe. Aujourd'hui, on est l'union, 4e édition Forum universel de Bamako. Gilles, mon ami Gilles, et Fatoumata, vous avez invité qui autour de la table et ces gens qui sont là? Ce n'est pas les pousse-poussiers là que vous avez invités. Ce n'est pas les brancardiers que vous avez invités. Vous avez invité des gens qui ont la capacité intellectuelle de comprendre le débat démocratique. Et l'erreur de la démocratie en Afrique, ce n'est pas au Mali seulement, c'est parti de là. C'est que vous voulez faire que des gens qui ne comprennent pas la démocratie, qui se comportent démocratiquement. Ça va marcher comment? Ça ne marchera pas. Et c'est pourquoi les Grecs, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils font, et là aussi je reviens, le professeur Idrissa, pourquoi il a rappelé 240 000 âmes, et ceux qui étaient citoyens, c'était qui? Ils étaient 40 000. Pourquoi? Parce que c'était les 40 000 qui avaient une culture intellectuelle et politique ayant la possibilité de comprendre qu'est-ce que c'est que le jeu démocratique dans son fondement, dans son fonctionnement et dans ses finalités. Et donc pouvaient choisir en toute liberté et en toute responsabilité. Mais nous, dans nos démocraties en Afrique, on a foulé tous ces principes de base, c'est-à-dire au pied. Et on veut que l'édifice que vous avez construit sur une base fausse résiste aux crises. La démocratie est un régime de crise, dans son essence. Dans son essence, c'est un régime de crise. Pourquoi? Si vous dites que les citoyens, puisque nous on a voulu que la démocratie elle soit inclusive, mais c'est ce que j'ai dit. Si vous dites que les élections sont manipulées, les citoyens il est acheté, on fait achat de conscience, mais pourquoi? Je vous donne un seul exemple encore. Si aujourd'hui par exemple on nous dit bon, autour de cette table-là, Élysée est un président de la République, il y a des gens qui ne vont pas se présenter parce qu'on se connaît. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui ne vont pas se présenter. Pourquoi? Parce qu'on connaît leur personnalité, on connaît leur histoire, on connaît leur parcours, on connaît leurs responsabilités dans la gestion des affaires. Donc un homme averti et conscient, on ne va pas les choisir. Mais par contre, ce que les différents politiques, mon parent a dit, quand vous sortez de cette salle, et vous réunissez les gens à côté tout de suite et dites voilà, bon, moi je suis candidat, voilà, et au détriment, et le professeur Samba a bien fait de le rappeler, au détriment de celui-là qui est conscient, qui connaît et qui est vertueux, on va voter celui qui donne. Parce que celui-là qui vote là, il n'a pas conscience de son vote et de l'implication de son vote. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a, c'est que dans nos démocraties. Donc aussi longtemps, moi pourquoi je crois que la démocratie elle ne doit pas être inclusive. Je vais choquer les démocrates, mes aînés ici. L'erreur qu'on a faite au Mali ici et ailleurs, c'était cela. Démocratie devrait commencer par ceux qui comprenaient ce que c'est que la démocratie. Ensuite, on devait éduquer, donc élargir petit à petit à la masse populaire, c'est-à-dire que pour qu'elle ait une certaine culture démocratique, pour que la démocratie proprement puisse fonctionner. Mais on a brûlé des étapes. Nous avons dit non, il faut donner le droit de vote à tout le monde est citoyen. Tout le monde est citoyen, c'est-à-dire qu'on a confondu la citoyenneté juridique à la citoyenneté politique. C'est une erreur fondamentale qu'il faut corriger. Le peuple, c'est-à-dire que dans sa connotation politique, est exclusif, parce que celui-là qui n'a pas la mesure
qui n'a pas la capacité de comprendre les enjeux de ce choix politique, il ne doit pas être acteur politique. Mais on va vous dire, oui, en démocratie, on ne peut pas exclure les gens. C'est faux. La démocratie grecque, à son origine, a exclu les 1/3 de la population. Et vous référez à cette démocratie pour vous dire que vous allez faire une démocratie inclusive. Mes amis, dans les principes fondamentaux, c'est raté. C'est cela, c'est dit que le problème auquel nous avons fait. Donc, c'est dit que pour corriger, je considère que de la façon dont pour débattre ici, là, Fatoumata et Gilles, vous dirigez Mapoter. Professeur. Oui. Donc, je crois que de la façon dont vous avez sélectionné, vous n'avez pas appelé n'importe qui ici. Vous n'avez pas appelé n'importe qui. Donc, de la même façon, sur le champ politique, là, pour refonder, il faut dire, moi je propose quelque chose de simple. De 92 à aujourd'hui que nous organisons les élections, il y a des gens qui sont sur la liste électorale qui n'ont jamais voté. Il faut les radier des listes électorales. D'accord, merci. Il faut les radier. Et donc, désormais, ils vont comprendre qu'ils ont la responsabilité de leur vote. Une minute de prolongation. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité. Donc, je crois qu'il faut commencer par sanctionner. Et les gens pensent que ce n'est pas démocratique. C'est bien démocratique. Il y a des pays du Nord que je ne vais pas citer, que beaucoup d'entre vous connaissent. Si vous ne votez pas, vous êtes sanctionné. Vous le savez. Pourquoi vous ne le saurez pas ici? Donc je crois que ce sont des mécanismes par lesquels il faut amener la population à s'intéresser. Sinon, tous nos pouvoirs, en tout cas démocratiques, n'ont jamais eu la légitimité démocratique qu'il faut. Vous ne pouvez pas être élu à 15%, 10%, 17%, c'est-à-dire de la population, et dire que vous êtes un président démocratiquement élu. Démocratie au sens originel du terme, vous n'êtes pas démocratiquement élu. Parce que vous n'êtes élu que par 17% de la population électorale. Merci bien. Merci. Abouakar Ba, chers collègues, vous avez la parole. Donc, puisque mes 2 minutes ne fonctionnent pas, je vais prendre 5 minutes de rigueur. Merci beaucoup. On pensait qu'on nous avait écartés, mais si vous nous ramenez dans le débat, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Rassurez-vous, vous n'êtes pas écartés parce que tout le monde n'est pas dans la salle. D'accord. Non, j'avoue que le débat est très intéressant. On dirait qu'on nous a sévré des débats depuis longtemps. J'ai rarement vu un débat aussi pertinent. Les gens ont envie de parler. On dirait qu'au Mali, depuis quelques années, on est enfermé là. Et franchement, c'est intéressant. Mais moi, ce que je voulais seulement dire, Boubacar Ba, je suis chercheur et je dirige le centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. Je voudrais intervenir sur 2 ou 3 points, si vous le permettez, monsieur le modérateur. Le premier point, il y a eu quand même assez d'informations sur l'histoire de la démocratie. De la Grèce antique, peut-être Rome, en tout cas toutes les sociétés, les différents intervenants nous ont expliqué les processus démocratiques et les contours démocratiques. Mais ce que je n'ai pas tellement entendu, ou bien je n'ai pas très bien compris, et quel est aussi le regard des communautés sur la démocratie. Il y a des intervenants ici qui ont dit, bon, de toutes les façons, les populations ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre quelque part, ou sont écartées. Mais je pense que, à partir de l'expérience que j'ai eue dans la région de Mopti entre 1998 et 2008, parce que je vais dire des choses concrètes, c'est-à-dire je sors de l'absurdité, où en tout cas j'ai contribué à la mise en œuvre d'un projet d'éducation civique, de gouvernance et de démocratie en langue locale. J'ai retenu 3 choses. Après avoir construit des outils, des modules de formation, des débats démocratiques, des réflexions avec les chefs des villages, les femmes, les jeunes, en langue, avec des outils de formation, donc alphabétisation conscientisante, basée sur la méthode de pédagogue brésilien Paulo Freire. Après 10 ans, j'ai retenu ceci. Je crois que ça peut nous permettre peut-être de nous questionner et de nous interroger dans ce débat. Un pays ne peut pas fonctionner sans 2 éléments. En Peul, il y a ce qu'on appelle Tongede et Tonte. Je suis plus à l'aise en Peul. C'est-à-dire le pilier qui attache les animaux pour les traire ou la corde qui attache l'animal pour ne pas lui permettre. À Diallo, qui est votre frère Peul,
Peut-être de nous... Non, j'ai traduit, je suis en train d'expliquer moi-même. C'est-à-dire, je dis bien, tontede, c'est le pilier. Tontode et tontode en pluriel, c'est-à-dire que c'est les piliers qui attachent les veaux pour traire les vaches. Et le deuxième, tongede, ça c'est la corde qui attache l'animal et réduire son mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout pays doit avoir un soubassement dans sa construction. Démocratique, politique, juridique. Deuxième élément, il y a ce qu'on appelle Dju de Mayo. Ça veut dire les points d'entrée des fleuves. Quand vous venez, vous voulez traverser une mare, vous voulez traverser un étang, traverser une zone en tout cas où il y a de l'eau, il y a des points précis de traversée. Dès que vous ratez, vous pouvez vous noyer. Et troisième et dernier point, nous les légnol, on a dari do andal et do femme et do tedengal. Ça veut dire que le fondement d'une société, c'est sa civilisation. Donc ça veut dire quoi? On n'a pas encore très bien analysé ou bien très bien structuré les fondements sociaux ou sociétaux pour faire face au discours politique, juridique que nous traversons des siècles jusqu'ici. Quelle est la jonction? C'est ça que le débat n'a pas abordé. Et là, je pense qu'il y a des réflexions possibles. Je pense que le deuxième débat va entrer sur cette question. Voilà, je vous remercie. Merci, merci Ba. Sur ces mots, je vois qu'il y a mon recteur qui veut dire un mot. On termine avec le recteur Idrissa Soueiba. Ok, merci beaucoup. En fait, il n'y a pas eu véritablement de questions, mais j'ai été interpellé sur deux petits points. D'abord par Madame le ministre. Madame le ministre, je suis d'accord avec vous. Hein. Vous savez, c'est une communication, même si c'était un travail scientifique, ce travail peut avoir ses insuffisances, mais le fait que les autres critiquent, ça permet toujours d'améliorer. Je n'ai pas parlé de la place des artistes, c'est pas que j'ai ignoré, n'est-ce pas, cela, bon, de la place aussi des intellectuels. Mais chaque fois que j'ai donné des exemples, j'ai toujours dit entre autres, ou bien je dis à titre illustratif. C'était vraiment pour ne pas oublier qui que ce soit. Sinon, Ibrahim Ali, j'ai lu Toile d'araignée et puis Les nocturnes vives de larmes. Ce sont des œuvres vraiment immenses, colossales. Voilà. Bon, je n'appelle pas à une endogénisation de la démocratie, en toute sincérité. Pourquoi? Parce que dans mon intervention, j'ai même fait l'éloge de la démocratie. Parce que chaque fois que je dis, bon, quand il y a ça, on ne peut pas interpeller la démocratie, ainsi de suite. Mais je pense que le fait de prendre la démocratie, quelle que soit sa dimension, et plaquer ça dans notre contexte, ça peut être dangereux aussi. Il y a des éléments que nous avons qui ne sont pas négatifs du tout, qu'on peut ajouter à la démocratie et qui va enrichir, n'est-ce pas, cette démocratie. Et ce n'est pas je ne demande pas un retour aux sources dans l'application de la démocratie. C'est peut-être un recours. Chez moi, à Milieu Bambara de Djinidjebou, quand on veut investir un chef de village, il vient jurer sur la tombe de ses parents. Je pense que c'est un bon rituel. Parce que moi, quand j'ai été nommé recteur, on m'a dit, non, bon, déclaration de biens, c'est toute une procédure. Voilà. Donc, tu déclares les biens, etc., etc. Mais tu n'as pas besoin de tout ça. Quand tu jures devant la tombe, par exemple, de tes parents. Et même, pourquoi pas, sur le Gontran et le Sané. C'est possible, parce que là, les effets sont immédiats. Et quand vous faites cette prière, après, on vous enseigne les trois principes. Ibogolo, qu'est-ce que ça signifie? Idjoyoro, qu'est-ce que ça signifie? Imankutu, qu'est-ce que ça signifie? Dans tout cela, on vous dit non, faites tout pour ne pas tomber dans le maloya, comme on le dit. Mais je pense que si les gens sont dirigés par rapport à il y a beaucoup d'optiques, hein, par rapport à ces optiques-là, ça peut marcher. Et là, ça va commencer par le président de la République, les ministres, tous ceux qui ont des charges. Ce que vous voyez. Et je pense, moi je crois à une situation, n'est-ce pas, comme ça. Et je dis, bon, je parlais de l'éducation des militants. En fait, ça fait partie des fonctions des partis politiques, hein, si on prend la loi électorale d'une façon générale.
Mais je constate que, bon... La charte des partis politiques. La charte des partis, j'allais dire. Je pense que cette fonction n'est pas suffisamment remplie. Or, dès la famille, on a un premier mode d'éducation. À l'école, on a un autre mode d'éducation. Mais l'éducation politique aussi a toute sa valeur. Parce que quelqu'un qui est militant actif et qui est élevé, n'est-ce pas, à cela, il peut être un animateur, j'allais dire même un enseignant pour les autres. Nos droits et devoirs, c'est fondamental, mais en réalité, les gens ne comprennent pas. Et je ne sais pas comment se comporter quand on a perdu. Voilà, donc tout cela sont des vertus qui peuvent nous être enseignées. Et voilà, donc merci Madame le ministre, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas une indonisation pure et simple, c'est un recours à un certain nombre, n'est-ce pas, de principes, voilà, qui peuvent constituer des garanties pour un meilleur exercice du pouvoir. Bon, monsieur Aya, bon, je n'ai pas ignoré les partis, hein, voilà, j'ai toujours dit entre autres, c'est très difficile, hein, mon travail ne consistait pas à faire une analyse de l'exercice du pouvoir politique. Voilà, c'est pourquoi il y a des choses sur lesquelles je suis passé. Mais la Constitution de 1974, j'ai cité à travers l'article 5. Bon, c'est vrai que j'ai parlé du rôle de l'argent, hein, de son importance dans les élections. Mais ça ne montre pas que l'argent résout tout le problème. Est-ce que vous voyez? Il y en a qui mettent l'argent et ils ne passent pas. Voilà. Monsieur le Premier ministre, vous allez m'excuser de vous flatter. La dernière élection, quand il a gagné, je ne pense pas qu'il ait mis beaucoup d'argent plus que les autres candidats. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je crois que, voilà, moi j'ai travaillé sur la mise en place des CGS, les comités de gestion scolaire dans les écoles. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que souvent, tous les gens qui composent le bureau sont élus à leur absence. Quand on dit le président, tout le monde sait que, voilà, ce type-là, il est vertueux. Et on dit, ah non, Abseka Kendi. Quand on dit Warla Marala, donc tout le monde sait que ce type-là, l'argent que tu lui donnes là, il ne va jamais dépenser. Non seulement il ne dépense pas, mais il ne remplace pas. Il amène toujours le même billet ou bien la même pièce, n'est-ce pas, que vous aviez donné. Donc, cela montre quand même que sur le plan, enfin, dans le cadre, n'est-ce pas, de nos sociétés, d'une façon générale, il y a des modes d'élection, n'est-ce pas, qui se passent. Voilà, et qui sont définis par des paramètres. Voilà, des paramètres qui sont liés à l'individu. J'ai parlé de 3, Fourbabara, Tchessiri, Maya. Mais c'est 10 modèles idéal typiques, je ne vais pas revenir sur ça que je définis. Je pense que celui qui s'investit pour le Fourbabara, le jour où on va demander qui sera, n'est-ce pas, le chef, quand ce dernier est proposé, il n'y a pas de problème. Parce qu'il aurait travaillé avant. Il a fait ses preuves. Et ça, c'est extrêmement, n'est-ce pas, important. Et on sait qu'il est engagé pour toute la cause, n'est-ce pas, de la communauté. Et que, par rapport, n'est-ce pas, à cela, il manifeste, n'est-ce pas, un certain humanisme, parce que c'est une valeur atavique de notre société. Il faut la solidarité, voilà, il faut cette assistance-là également. Voilà. Bon, merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Merci, recteur. Je voudrais commencer par implorer le pardon du public. C'était un exercice fastidieux pour moi, il fallait choisir 2 à 3 personnes. Et je sais que beaucoup en ont beaucoup à dire et des choses intéressantes, mais il fallait faire ce choix. Malheureusement, je ne pouvais pas prendre plus que 2 personnes et je me suis même forcé de prendre 3 en violation des règles du Macoter. Et au nom de mes collègues du comité d'organisation et tout le Macoter, je voudrais remercier l'ensemble des participants, les panélistes qui ont fait un échange constructif dans les règles de la politesse sur des questions aussi brûlantes et divergentes. Vraiment, tout est en votre honneur. Je voudrais ici que vous trouviez les quelques mots au nom du comité d'organisation. Cela étant dit, je vous invite à prendre une petite pause de 1 heure de temps, voilà, pour qu'on puisse reprendre rapidement avec le second panel. Merci. C'est bon.